Monsieur Salomon, bonjour. Vous êtes ici à Convergence 2015 pour participer à la conférence Transition énergétique et précarité énergétique en France. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes venu participer à cette table ronde? Eh bien, tout simplement parce que on est maintenant au début d'un débat tout à fait important pour notre pays sur la transition énergétique. Et depuis maintenant une dizaine d'années, l'association Negawatt travaille sur ces questions-là, a un certain nombre de choses à dire qu'on a pu commencer à dire dans la conférence environnementale qui a eu lieu la semaine dernière, mais de façon à ce que ces questions de sobriété, d'efficacité, de production des énergies soient vraiment au cœur de notre société. Pouvez-vous nous présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, l'association Negawatt? Alors c'est une association qui a été créée maintenant un peu plus de 10 ans autour de personnes travaillant dans le domaine de l'énergie et qui se sont toutes rendues compte que finalement on avait autour de nous un formidable gisement d'énergie qui était finalement celui de l'énergie gaspillée, de l'énergie qu'on pourrait éviter d'utiliser au travers d'une politique de sobriété et d'efficacité. Et plus on travaillait, dans nos pratiques professionnelles, dans les bureaux d'études, les sociétés, les organismes, on s'est rendu compte que ce gisement-là était absolument considérable, très peu exploré, assez ignoré, et on a décidé de se réunir, de ne pas réunir nos sociétés. Ce n'est pas un réseau d'entreprises, c'est un réseau de personnes, de gens qui à la fois sont des professionnels, mais aussi ont des convictions et sont finalement des militants des Negawatt. D'accord. On parlait tout à l'heure de l'éducation et de la sensibilisation du public à la transition énergétique qui est très importante pour un changement de mentalité dont vous parlez aussi dans votre manifeste Negawatt paru à la 3e édition en novembre 2011. En quoi Negawatt pourrait participer à cette sensibilisation du public et cette éducation de la population française? Alors, cette sensibilisation, il faut qu'elle ait lieu à tout niveau de la population. Finalement, on a une éducation sur l'énergie dans le cursus scolaire qui se fait dans les petites classes, surtout avec un regard sur la production d'énergie. On apprend ce que c'est qu'un barrage, une mine, une centrale, etc. Et tout ça, c'est de la production. Mais il n'y a pas d'éducation à la consommation d'énergie. Et donc, il faut qu'il y ait tout ce travail d'éducation à la consommation d'énergie, exactement comme il y a une sensibilisation sur les déchets, par exemple, qui s'est fait très progressivement et qui, en moins d'une génération, a eu beaucoup d'effets. Alors, après, derrière, il faut que les gens connaissent mieux leur consommation d'énergie. On consomme parce qu'on ne sait pas. À partir du moment où on sait, on a une mesure, éventuellement une mesure par rapport avec un point de référence également, c'est ça aussi qui est important, de bonnes pratiques, eh bien on constate que tout de suite il y a une baisse de consommation. Une dernière question très rapidement, 3 jours après la fin de la conférence environnementale, si vous deviez adresser un tweet ou un message très court à Monsieur François Hollande et à son gouvernement, quel serait-il? Un tweet en 140 caractères. Pas obligatoirement, mais... Je lui dirais qu'il peut faire très vite sur la sobriété énergétique. Il y aurait la possibilité d'avoir des mesures rapides qui permettraient d'éviter du gaspillage. Ça, c'est des mesures réglementaires de bon sens et sur lesquelles on pourrait supprimer quelques extravagances énergétiques. Je dirais que ensuite, en matière d'efficacité énergétique, il y a un formidable sujet pour la France et pour nos entreprises. Et ça, ce train-là, on ne le prend pas ou mal. Il ne faut pas uniquement parler en matière d'énergie renouvelable, par exemple, il y a aussi tout l'aspect efficacité qui est une composante majeure. Et puis je dirais en matière de renouvelable qu'il faut qu'il arrête avec la politique précédente, qui a été une politique d'à-coup, de stop and go. On est les meilleurs du monde dans les tarifs photovoltaïques. Après, on arrête tous un moratoire. Comment voulez-vous que les entreprises puissent se développer là-dessus? Et donc, du coup, on a une casse sociale terrible en ce moment sur le photovoltaïque et sur l'éolien, alors que ça avait démarré de façon tout à fait forte, peut-être trop vite en surchauffe. Et donc, avec pratiquement l'équivalent de 2 Aulnay
qui sont en train, en licenciement actuel sur le photovoltaïque. C'est considérable. On n'en parle pas parce que c'est plein de petites entreprises mal représentées peut-être ou insuffisamment représentées au niveau national par rapport à des grands syndicats, mais c'est aussi important que 2 fois Aulnay. Donc il a la possibilité de l'arrêter assez vite en donnant de la visibilité, notamment sur le plan de ce qu'on appelle les tarifs d'achat, de façon à ce que ces entreprises-là puissent, et les chefs d'entreprise puissent, sur les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, avoir une sécurisation. Et du coup, ça va se développer tout seul après. C'est ça qui manque, de la sécurisation à la fois réglementaire et en matière d'emploi, de visibilité, si vous voulez, pour les chefs d'entreprise. Le dernier point, c'est de rentrer vraiment sur les renouvelables, de rentrer vraiment dans des dispositifs sur lesquels on considère les renouvelables comme d'intérêt collectif, d'intérêt public. Et donc renverser en quelque sorte la vapeur en disant les renouvelables peuvent se développer, sauf interdiction quelque part. Alors qu'actuellement c'est l'inverse, c'est un système d'autorisation qui par exemple sur l'éolien est extrêmement compliqué. Il n'est absolument pas normal que dans le cadre d'un plan, d'une centrale éolienne, d'une ferme éolienne, il faille à peu près 8 ans pour la faire, dont 6 ans de procédure. Et vous avez une centrale nucléaire, il faut 12 ans pour la faire, donc 6 ans de procédure. C'est quand même pas tout à fait la même chose entre une éolienne et une centrale nucléaire. Eh bien, les deux sont considérés à peu près dans la même durée en termes d'autorisation administrative. Là-dessus, on est allé bien trop loin. Il ne faut pas en mettre partout, bien entendu, c'est évident, mais en même temps, à trop serrer sur le plan administratif, à trop créer d'obstacles, eh bien, on perd une énergie qui est absolument bien adaptée à la transition énergétique. Et ce serait vraiment dommage. Merci beaucoup pour ce tweet à 140 000 caractères et pour votre participation à Convergence 2015. Voilà,